Je m'appelle François Jasbinzek. Je suis né en 1922. J'ai été déporté au camp de concentration nazi de Mittelbau-Dora durant la Seconde Guerre mondiale. Je suis mort en déportation avant d'avoir atteint les 22 ans. Mon frère Joseph, quant à lui, a survécu à cet enfer. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement notre histoire que je vais vous raconter, mais celle des 9000 déportés du camp de concentration de Mittelbau-Dora. Toutes les histoires des déportés de Mittelbau-Dora sont désormais regroupées dans un seul et même livre. Un dictionnaire pour être plus précis, qui a demandé 20 ans de travail. Là, ce sont les arrière-petits-enfants de mon frère Joseph qui sont en train de le déballer. Si seulement je pouvais leur expliquer toutes les souffrances que nous avons endurées dans ce camp. Ce lieu que l'on appelait Mittelbau-Dora, la mangeuse d'hommes. Ce projet de réaliser un dictionnaire de Dora est né il y a 20 ans, plus de 20 ans, en 1998. C'est un véritable engagement qui a été pris ici, engagement par un ancien directeur ici, historien, Yves Lemaner, aux côtés d'André Sellier, également historien, mais aussi témoin de cette histoire dramatique à Dora. De réaliser, d'abord d'identifier et de réaliser un mémorial, un dictionnaire dans lequel serait recensé, dans lequel on écrirait l'histoire de ces victimes déportées dans ce camp si particulier qu'était le camp de Dora. Alors le projet a nécessité le recours à beaucoup d'engagement personnel, mais aussi de partenariats structurels, historiques, mémoriels importants. Le premier d'abord, je dirais, le mémorial du camp de concentration de Mittelbau-Dora, ça a été un des premiers engagements en 2013 de la Coupole. Elle est signée un partenariat autour de ce projet pour réaliser ce dictionnaire en 2013. Et puis, il a fallu aussi rapidement, quand on s'est posé la question de la manière dont on allait écrire ces histoires, comment on allait synthétiser à partir de ces milliers de données, de documents cumulés pour écrire l'histoire de chacune de ces personnes, aller chercher des personnes qui s'engageraient pour écrire ces histoires. Alors d'abord des engagements souvent personnels, volontaires, de personnes parfois concernées, mais pas toujours. Principalement des professeurs. Il faut saluer l'engagement du corps enseignant dans ce projet depuis plusieurs années. Alors bien entendu des professeurs à la retraite, mais aussi des professeurs en activité, professeurs d'histoire, géographie principalement, mais pas uniquement, aussi des professeurs d'autres disciplines qui se sont engagés bénévolement, qui ont fait un véritable travail de synthèse autour de ces histoires et ont écrit à partir de ces documents, ces histoires. Histoires qui ont bien entendu ensuite été vérifiées. Il s'agissait d'écrire l'histoire de ces gens de la manière la plus jolie qui soit, mais aussi à partir d'éléments vérifiés dans les archives des camps, les archives de l'état civil, pour éviter au maximum les erreurs historiques importantes. Alors ce sont des vies. Beaucoup de vies auxquelles je me suis profondément attachée parce que depuis plus de 5 ans maintenant, quasiment chaque jour, chaque matin j'écrivais, j'entrais dans la vie
d'une personne, un frère, un père, un époux, une famille parfois. Là, je voyais un dossier que j'avais travaillé. Le père a été déporté avec ses 2 fils, aucun des 3 n'est revenu. Seul l'ouvrier qui a été mis là parce qu'il faisait de la résistance pour créer un petit réseau est revenu, a pu relater un petit peu les conditions de cette déportation. Je connaissais le système concentrationnaire de par mon enseignement. J'étais enseignante agrégée d'histoire, mais là on touche à l'humain et on touche à chaque personne au plus profond. Alors on ne sait pas tout, mais on connaît leur parcours, on recherche ensuite, on essaie de comprendre ce qu'ils ont fait là-bas à Dora, à quoi, ce qu'ils ont subi également. J'ai lu beaucoup d'histoires de leurs propres écrits, et à partir de là on peut mieux comprendre tous les sévices, tous les actes de barbarie qu'ils ont subis. Et puis quand ils sont revenus, j'ai toujours essayé de savoir ce qu'ils étaient devenus. Ils font partie de moi. 5 ans de vie auprès de ces hommes, c'est extraordinaire, c'est pas rien, c'est 1500 personnes. Nachdem wir 2015, kurz nach dem Beginn meiner Arbeit in der Gedenkstätte, von dem Projekt erfahren haben, damals war Laurent Thierry mit Herrn Donker im April 2015 in der Gedenkstätte, war es uns eine Herzensangelegenheit, das Projekt von Anfang an zu unterstützen. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen ist es ein fester Auftrag der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora gewesen, die Biografien gerade der verschleppten, deportierten und der Gefangenen in Dora zu erforschen. Das ist ein Schwerpunkt der Arbeit, daher haben wir uns diese Arbeit auch verpflichtet gefühlt. Auf der anderen Seite muss betont werden, dass auch die Zahl der Deportierten mit 9.000 aus Frankreich bei einer Gesamtzahl von 60.000, die insgesamt in den KZ-Komplex Mittelbau-Dora verschleppt worden sind, eine große, eine signifikante ist. Und von daher sind es sowohl historisch wichtige Punkte, die natürlich für das Projekt wichtig waren, aber auch Kernaspekte der Gedenkstättenarbeit selbst. Und wenn ich persönlich noch etwas ergänzen darf, war es auch mir damals als Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora ein Herzensanliegen, dieses Projekt zu unterstützen, auch weil es eine Arbeit sowohl mit Überlebenden als auch deren Kindern und Enkelkindern war. Es war eine Verständigung über verschiedene Generationen, und gerade ich als Enkelgeneration habe es als essentiell wichtig gefunden, so ein Projekt nach besten Möglichkeiten und mit bestem Wissen zu unterstützen, um gerade für die Nachwelt ein großes Werk zu hinterlassen. Il y a eu 3 rencontres organisées par Laurent Thierry, une à Caen et 2 à la Coupole, et ça a beaucoup fait, d'abord pour qu'on se rencontre physiquement. Moi, la première fois que j'ai été à Caen, j'ai rencontré ma relectrice avec laquelle je n'avais fait qu'échanger par Internet, et ça change tout. Ça permet de mieux situer les gens, et puis toi, tu travailles sur quoi, etc. Donc on l'avait dans la présentation des intervenants, mais c'est autre chose. Ça crée des liens. J'ai rejoint le projet du dictionnaire des déportés de Dora au cours de l'été 2017. J'avais 16 ans et je venais de postuler pour un CDD de 1 mois. Donc avant de faire mon CDD, je ne connaissais pas le projet, et c'est lorsqu'on m'a proposé de travailler au centre de ressources Jacques Brun de la Coupole avec Laurent Thierry que j'ai découvert le projet, étant passionné par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. À mon arrivée à Mittelbau-Dora en octobre 1943, ma santé déclinait déjà. Comment décrire Mittelbau-Dora? Ce camp a été un cauchemar pour moi et pour beaucoup d'autres. Si je devais vous décrire Mittelbau-Dora, je vous dirais qu'il s'agit d'un camp de concentration et d'extermination par le travail. Il est situé dans la ville de Nordhausen en Allemagne. Ce camp nazi est un commando de détenus du camp de concentration de Buchenwald qui a été créé en août 1943. Sur ce site, nous fabriquions les missiles V2. Mittelbau-Dora a compté 60 000 prisonniers. 20 000 de mes camarades sont morts.
Depuis 3 ans, je travaillais à établir le mémorial des déportés de répression de Meurthe-et-Moselle. Et les déportés de Meurthe-et-Moselle, je commençais à bien les connaître. J'avais fait une liste d'à peu près 1700 personnes. Et dedans, ceux qui avaient été déportés à Dora, j'avais l'impression non pas de les connaître intimement, mais enfin c'était mes déportés, entre guillemets. Donc j'ai proposé à Laurent Thierry de faire ceux de Meurthe-et-Moselle. Or il se trouve que mon grand-père a été déporté à Dora. Il y avait eu un appel à fournir des documents. Puis moi je lui ai écrit, ça va faire 5 ans cet été, en lui demandant si je pouvais rédiger la notice biographique de mon grand-père. Donc c'est ce que j'ai fait, il a tout de suite été d'accord, il m'a envoyé une série de documents, mais j'en avais d'autres. Et puis il se trouve que la vie de mon grand-père a été très longue. Donc j'avais de quoi raconter sa vie du début à la fin en suivant un schéma, parce qu'on a fait ce travail avec un guide. Hein, on savait ce qu'il y avait à chercher, donc j'ai envoyé ma notice, et puis Laurent Thierry, à l'époque on se disait monsieur et madame, m'a répondu que c'était tout à fait ce qu'il cherchait, que c'était peut-être un peu long, mais bon, il comprenait. Et est-ce que je ne voudrais pas en rédiger d'autres? Et ça a commencé comme ça. Ce projet m'a permis d'acquérir une première expérience professionnelle. J'ai aussi beaucoup appris sur le métier concernant la recherche. Plus tard, j'aimerais travailler dans la recherche historique et j'ai notamment appris à manipuler des documents d'archives. Les principaux obstacles, ça peut paraître paradoxal, c'est pas forcément les archives, les documents qui ont manqué, je dirais que ça a été de convaincre. C'est un projet qui paraissait impossible, infaisable pour beaucoup. De convaincre non seulement de la nécessité de réaliser ce projet, de tenir cet engagement, ce qui me paraissait évidemment important vis-à-vis des familles de ces déportés, et puis aussi ensuite vis-à-vis de ces bénévoles qui se sont engagés. Vous l'avez rappelé, plus de 70 personnes qui ont donné de leur temps, de leur travail, aussi de leur corps et de leur esprit, parce que ce n'est pas un projet duquel on sort indemne. J'ai tellement été impliquée, mais je peux parler aussi de mes camarades qui travaillent ici avec moi, j'ai tellement été impliquée par la vie de ces hommes, par le vécu de ces hommes. Cet espace, ce temps passé dans le tunnel de Mittelbau-Dora, mais dans les pires aussi des commandos comme à Elrich, où beaucoup sont morts d'atrocités, ça nous a tellement pris et envahi, créé des émotions. Je dis mes déportés, c'est une partie de ma vie. Ça a été une des parties les plus enrichissantes de ma vie. Et j'ai presque l'impression, pas du devoir accompli, mais presque ça, je leur devais ça. Quand j'ai commencé par scanner leurs photos, je me suis attachée à eux. Pour moi, ils font partie de ma vie. Alors quand on les quitte comme ça, parce qu'on a terminé d'écrire leur histoire, il vous manque l'essentiel. Il vous manque la vie des autres et on vit avec les autres. Zum einen die Biografien zu erforschen, und das heißt nicht nur die knapp 9000 Leben auf ihre Zeit in der Gefangenschaft in Buchenwald oder Mittelbau-Dora quasi zu reduzieren, sondern auch die Geschichte davor und die Geschichte danach zu sehen. Also was ist denn mit den Leuten passiert, die überlebt haben? Wie haben sie nach 1945 ihren weiteren Lebensweg gehen? Sie haben Familien gegründet. Das ist ein wichtiger Aspekt, und das ist auch ein wichtiger Aspekt gerade in der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Ça a permis de recréer des parcours d'hommes qui ont eu des histoires incroyables, tragiques, mouvementées, des histoires très brèves. Il y en a certains pour lesquels les notices sont toutes petites parce qu'ils sont morts à même pas 20 ans. Et je crois qu'à chaque fois qu'on en rédigeait une, on se remettait dans la peau de sa famille, de ses parents, et qu'on essaye de le faire revivre. Surtout, ce qui était très important, c'est qu'on ait pu retrouver des familles. Je téléphonais aux mairies, je téléphonais quand je retrouvais les noms, etc. Et contacter les familles, alors ça c'était le plus. Ça se terminait souvent dans une émotion très très profonde. J'ai eu une difficulté avec une famille, enfin avec la fille d'un déporté.
parce que dans la mesure où j'ai pu contacter des survivants, en rencontrer certains, ou des familles, je leur ai à chaque fois envoyé la notice que j'avais rédigée pour qu'ils me la complètent, qu'ils approuvent, qu'ils me donnent une photo, parce que j'en ai quémandé beaucoup. Et cette personne-là n'était pas trop contente, elle trouvait que ce n'était pas assez littéraire. Et en fait, c'est peut-être ça la particularité de ces rédactions, c'est qu'on n'a pas à s'impliquer, on n'a pas à faire d'envolées lyriques, on n'a pas à montrer de partialité ou à condamner ou à porter un jugement. En 2005, mon frère Joseph est retourné pour la dernière fois dans le camp de Mittelbau-Dora. Il voulait montrer notre baraque lors de notre déportation à ses petits-enfants. Il avait gardé le souvenir précis de son emplacement. Les éléments les plus forts et les histoires les plus fortes sont celles aussi où on raccroche cette histoire à une famille à l'heure actuelle, évidemment. Quand vous apprenez des informations complémentaires à une famille, parce qu'évidemment on s'aperçoit que la plupart de ces familles n'ont pas toutes les informations, toutes les données, c'est une histoire qui s'est construite avec le temps et l'accès aux archives aujourd'hui nous facilite aussi le travail pour entrer dans le détail de ces histoires, créer des liens, des passerelles entre ces déportés, ces affinités, ces groupes d'amitié qui se sont créés. Et voilà l'émotion et le ressenti de ces familles au travers de ces histoires que l'on écrit, le fait de laisser une trace de ces personnes, oui, c'est certainement l'élément le plus marquant. Es hat mich sehr beeindruckt, dass nicht nur Einzelne, sondern doch noch einige der Überlebenden die Fertigstellung dieses Werkes erleben durften. Ich glaube, das ist etwas ganz Besonderes, dass nicht dieses Buch und nicht diese Biografie, das Diktionär von 9000 Leben fertig wird, nachdem es keine Überlebenden mehr gibt, sondern es noch fertig wird, während sie noch unter uns sind. Und somit auch die Aufarbeitung dieses Themas miterleben. Und ich glaube, das ist ein rührender Moment für alle, zu sehen, wie sie dieses Werk in den Händen halten. Joseph et moi avons été arrêtés le 12 mars 1943. À Mittelbau-Dora, on s'est serré les coudes jusqu'au bout. La fraternité était la seule vérité, mais cela n'a pas suffi pour moi. Je sais qu'il a toujours été affecté par ma mort et qu'il ne m'a jamais oublié. C'est seulement à la fin de sa vie qu'il a témoigné de ses souffrances en déportation. Mais comment raconter l'indicible ? L'histoire qui m'a le plus marquée dans toutes les notices que j'ai pu écrire ou relire est celle de Jean-Pierre Catherine, matricule 111 210 à Mittelbau-Dora. Un jour, Laurent Thierry a été contacté par une journaliste française qui lui demandait s'il avait sous la main une jeune bénévole majeure et qui parlait anglais de préférence, qui serait disponible pour partir en Allemagne avec une ancienne résistante dans l'objectif de réaliser un documentaire. Et donc, Laurent m'a confié l'écriture de la notice de Jean-Pierre Catherine et après avoir écrit cette notice, la journaliste française a présenté mon travail à Colette Marin-Catherine, la sœur de Jean-Pierre, et lui a demandé si elle serait d'accord pour partir en Allemagne avec moi, en sachant qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans un ancien camp de concentration, et notamment dans le camp où son frère est décédé en mars 1945, seulement 10 jours après ses 19 ans. Donc Colette Marin-Catherine a accepté. Je l'ai rencontrée à Caen en début mai 2019 et nous sommes partis en mai
à la fin mai, nous sommes partis en Allemagne pour retracer le parcours de Jean-Pierre et pour réaliser un film, un documentaire pour retracer sa vie, pour retracer son parcours de déportation de chez lui, donc de Bretteville-l'Orgueilleuse, à Dora. Donc, cette histoire m'a particulièrement marquée dans la mesure où lorsque Jean-Pierre a été déporté, il avait 17 ans, et lorsque j'ai fait ce voyage jusque Dora, j'avais 17 ans. Ensuite, c'était la première fois pour moi que je rencontrais une ancienne résistante. Et c'était la première fois pour moi, mais aussi pour Colette, que je mettais les pieds dans un ancien camp de concentration. L'histoire d'Abel Tyran, dont déporté à Dora, déporté pour résistance, un homme qui s'est engagé pour des valeurs, pour libérer son territoire, libérer la France, et dont le fils, dont le papa était disparu, a passé sa vie à essayer de transmettre cet engagement à ses enfants, mais avec la conviction que malgré tout, son père était décédé avant d'avoir connu la libération à Bergen-Belsen. L'acte de décès officiel, dressé après la guerre, évidemment dans le contexte particulier de l'après-guerre, a indiqué que son papa était mort quelques jours avant l'arrivée des Britanniques. Et puis du fait de ce travail en archives, de cette recherche croisée, nous avons pu prouver à ce fils, de manière formelle, à partir d'un document qui était signé de la main de son papa, qu'en fait son papa avait connu la libération à Bergen-Belsen, l'arrivée des Anglais. Et la réaction de ce fils au fait que son père avait en effet connu qu'il s'était, même s'il était disparu après, puisqu'en effet son papa est malgré tout disparu dans les conditions particulières de Bergen-Belsen, on a réellement bouleversé son sentiment, son appréciation, et évidemment savoir que son père avait connu ce pourquoi il s'était battu, la libération, l'arrivée des Alliés, évidemment ça restera un des moments les plus forts de cette histoire pour moi. Oui. Ehrlich gesagt, es gab nicht nur ein oder zwei Biografien, die mich bewegt haben, eigentlich viele. Und es ist fast so, dass ich auch gar nicht bestimmte Personen herausstellen möchte, denn das Besondere an diesem Werk ist es ja, dass es nicht nur eine Biografie ist oder dass es nicht nur 2 oder 3 Biografien sind, sondern es sind 9000 Menschenleben, die hier gemeinsam in einem Werk behandelt werden. Und das ist, denke ich, der große Schatz auch dieser Publikation. Natürlich habe ich während meiner Zeit auch als Leiter der Gedenkstätte mit Dora mit vielen Überlebenden auch aus Frankreich gesprochen. Ich habe mit Roland Bosson zusammengearbeitet, der Mitglied des Beirats der ehemaligen Häftlinge der Gedenkstätte war. Ein wichtiges Gremium, was unsere Arbeit in der Gedenkstätte mit beraten hat. Was ich immer beeindruckend fand, wie viele andere Überlebende auch, also er hat das ja nicht alleine gemacht, sondern mit vielen anderen auch, dass er bis zum Schluss in die Schulen gegangen ist und darüber gesprochen hat. J'avais lu par quelques-uns qui sont revenus, ils avaient promis, notamment Buchenwald, ils avaient promis à tous ceux qui étaient morts qu'ils parleraient d'eux, qu'ils ne seraient pas morts pour rien, qu'on ne les oublierait pas. Et moi, j'avais l'impression que c'était important de les faire revivre. Je veux dire, rien qu'à partir des photos, j'avais l'impression de les faire revivre. Et maintenant, dans ce livre, c'est un matériel, c'est un monument mémoriel, il restera à vie. Et d'ailleurs, la petite sœur, qui a aujourd'hui 80 ans, d'un des déportés de Dèvres, c'est pas loin d'ici, il était peintre décorateur dans les faïences de Dèvres. Il a dû sa survie à Dora grâce à ses talents d'ailleurs, que les nazis ont utilisés. Eh bien, cette petite sœur disait « Ah, on n'oubliera pas mon frère, alors il va être dans ce livre, mais alors... il va être dans l'histoire ». Elle était profondément émue. Et j'avoue qu'on s'est quitté sur quelques larmes, quand même. Cela fait maintenant 75 ans que le camp de Mittelbau-Dora a été libéré. Souvent, je me demande à quoi aurait ressemblé mon existence si j'étais revenu auprès de ma famille. Comment aurions-nous célébré les anniversaires et les fêtes de fin d'année avec Joseph? Est-ce que moi aussi j'aurais eu une femme et des enfants? Quelle vie aurait été la mienne en rentrant de déportation? Je ne le saurais jamais. Je considère que les jeunes générations sont encore plus concernées par l'histoire de ces déportés de Dora, dans la mesure où les témoins ne sont plus nombreux, les témoins disparaissent et nous allons arriver à un moment donné où ils ne seront plus du tout là. Donc les jeunes générations
jouent un rôle crucial aujourd'hui puisque ce sont elles qui vont recueillir les derniers témoignages des derniers témoins. Et ce sont elles qui vont faire le lien entre le passé qui n'aura plus bientôt de représentants et les générations à venir qui vont apprendre l'histoire sans témoin direct. Donc, in fine, les jeunes générations deviennent des témoins des témoins. Comme on le sait aujourd'hui, les enseignants partent d'études de cas. On peut partir d'un cas qui est proche, comprendre son parcours et à partir de là comprendre en quoi le nazisme va entraîner la barbarie, mais des sévices innommables, psychologiques, physiques, etc., entraînant une mort innommable. On ne peut pas raconter, même eux avaient du mal à mettre des mots sur ça. Et à partir de là, je pense qu'on peut aider à réfléchir. Et dans le monde violent dans lequel nous vivons, moi je retrouve cette barbarie dans la violence. Et je voudrais essayer, à travers ces témoignages, à travers ces récits, amener à la réflexion. Les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Peu de monde connaissent Mittelbau-Dora, qui est le dernier camp de concentration créé sous le régime nazi. Avec la disparition des principaux témoins de cette période et de la vie dans ce camp, nous avons présenté ce travail comme d'abord un engagement mémoriel fort dans lequel serait rassemblée pour la première fois l'histoire de ces victimes du nazisme, mais également comme un outil de transmission de cette histoire et de cette période à destination des nouvelles générations. Et ainsi, par un moyen assez simple, un index dans lequel seront rassemblés l'ensemble de ces déportés, index classé par département d'origine au moment de leur arrestation, ce qui permettra d'engager des travaux pédagogiques à partir de cas concrets, locaux, qui permettent à des professeurs, des chercheurs, en partant d'histoires individuelles, d'expliquer la grande histoire. Bisher ist dieses wichtige und man kann ja fast sagen Riesenwerk, ja, das ist ja wirklich ein beeindruckendes Werk, nicht nur ein dickes Buch, sondern es ist ja ein beeindruckendes Werk auch an Wissen, was transportiert wurde und auch erarbeitet worden ist, dass das natürlich in viele Sprachen übersetzt wird und eigentlich nicht nur in das Deutsche, also eigentlich vor allen Dingen in Europa, in alle europäischen Sprachen, denn am Ende sind Menschen aus ganz Europa an diese Orte verschleppt worden und haben ja auch mit den Verschleppten aus Frankreich diese Haftzeit geteilt. Le support papier, dans le cadre de ce projet mémoriel, de réunir dans un même monument pour la première fois ces déportés était fondamental. Bien entendu, on connaît aussi les contraintes du papier, c'est-à-dire le fait d'avoir une histoire figée. Nous continuons à collecter les informations, les archives, et oui, évidemment, l'objectif est de pouvoir diffuser ces histoires, ces informations et les ouvrir au maximum de personnes sur des supports numériques. Notamment, pourquoi pas ici à la Coupole, dans l'espace muséographique permanent. Oui. Moi, en tant qu'historien et homme à la fois, ce projet, il marque la concrétisation, la matérialisation d'un engagement fort. Die Erinnerungsarbeit oder Arbeit für eine Erinnerungskultur, vielleicht kann man es auch so sagen, ist immer wichtig gewesen und wird auch für die Zukunft wichtig sein und vielleicht sogar noch wichtiger sein als zuvor, denn die Überlebenden, solange sie noch unter uns waren eine wichtige Stimme, die auch eine Stimme für die Öffentlichkeit sein konnten, um eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit zu fordern, nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen anderen Ländern Europas oder eigentlich auch der Welt. Und mit dem Weggehen dieser Menschen werden Kräfte stärker, die fordern, dass man einen Schlussstrich zieht. Und ich möchte gar nicht Beispiele nennen. Ich glaube, wir wissen, über welche Sprachrohre wir reden. Und genau da müssen wir kritisch ansetzen, ob es rechte Bewegungen in Deutschland sind oder in anderen europäischen Ländern, die mit ihren Stimmen immer lauter werden, die nationalistische Bestrebungen haben, rechtspopulistische Bestrebungen. Und gerade diese Errungenschaften der Erinnerungskultur in Deutschland, aber auch in Europa, das ist ein riesiger Schatz, von dem wir
auch quasi als kulturelles Erbe lernen können. Und das müssen wir weitergeben. Es reicht aber nicht aus, mit Imperativen zu sprechen, so etwas wie nie wieder, never again. Das ist nicht genug. Wir müssen über Inhalte sprechen, wir müssen aufklären, wir müssen diese Orte weiter erforschen. Und es gibt immer noch Forschungslücken. Wir müssen auch nicht nur die Geschichte der Hauptlager, sondern auch der vielen Außenlager. Ja, diese 9000 Deportierten waren ja nicht nur in dem Hauptlager, sie waren in vielen Außenlagern, mussten Zwangsarbeit leisten, sind ums Leben gekommen. Diese Orte waren inmitten der Gesellschaft, für alle sichtbar. Und es kann aus der damaligen Zeit keiner sagen, man hätte nie davon gewusst. Avec ce dictionnaire, j'aimerais bien transmettre le message de la mémoire, le message selon lequel il ne faut pas oublier qu'à Dora, 9000 vies ont été brisées par la barbarie nazie. Et donc ce dictionnaire permet de mettre les mots, de raconter la vie de ces 9000 vies et ainsi d'inscrire ces vies dans l'histoire et de lutter contre leur oubli, puisque comme Colette me l'avait dit lorsque nous sommes partis en Allemagne, lorsque les mots sont dits oralement, ils s'envolent, mais lorsqu'ils sont écrits, ils restent à tout jamais. Les jeunes, ils sont généreux, ils sont intéressés, mais la seule façon de les toucher, c'est dans le cadre scolaire. Donc quand on a l'occasion, on n'a pas beaucoup d'heures pour traiter la Seconde Guerre mondiale ou la déportation. Et puis souvent, quand j'étais professeur, c'était en fin d'année de classe de première. Mais à chaque fois que j'ai fait venir des déportés dans mes classes ou que j'ai amené le costume de mon grand-père, j'ai eu toujours beaucoup d'attention. Eugène Laurent était un camarade de déportation de mon frère Joseph. Il était notre compagnon d'infortune dans le camp de Mittelbau-Dora. À 99 ans, il se souvient très bien de Joseph. Il a reçu le dictionnaire des déportés de Mittelbau-Dora. C'est la mémoire pour tous les déportés et de mon copain Joseph. Parce que Joseph, c'est un brave type qui a rendu pas mal de services, fait des évasions et que personne n'a su. Il risquait sa vie. Ça représente une vie de tous les déportés. Et c'est une très belle chose, très belle chose. Je suis vraiment heureux parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est une grande joie pour les déportés de Dora. Oh, c'est très bien parce que ça va faire pour des générations. Des générations. C'est une très grande histoire. C'est surtout de Dora. Parce que Dora, on était le V2. Ça, c'est un cadeau à toute ma famille et à l'association, parce qu'il y en a d'autres. Le premier qui est mort, ouais. Il avait 20 ans. Ce dictionnaire des déportés de Mittelbau-Dora est vraiment le témoignage que j'attendais pour les nouvelles générations. Au nom de tous mes camarades, je souhaite remercier tous ceux qui ont donné naissance à ce livre. Plus qu'un livre, c'est un mémorial de papier qui réunit pour la première fois les déportés de ce camp si particulier qu'est Mittelbau-Dora. Ah moi j'aime le livre, hein. C'est que je m'y attendais pas, c'est une surprise et qui restera dans l'histoire de la famille. Quand je vois les arrière-petits-enfants de Joseph avec Eugène Laurent, je me dis que tout est encore possible et que le devoir de mémoire a encore de l'avenir. Ne nous oubliez pas. N'oubliez pas pourquoi nous avons combattu. N'oubliez pas que le passé forge le futur.